Salut et bienvenue dans Conscious Woman Podcast. Je suis Marie-Gabrielle Amadieu, coach professionnelle et ex-Bac plus 15 en je sais pas ce que je veux faire vraiment, je doute de mes capacités et je me mets la pression de ouf. Avec Conscious Woman Coaching, je vous invite à explorer comment se libérer de tout ce poids et réaliser tout notre potentiel dans notre business, nos jobs et nos vies. Et accessoirement, en faisant ça, à changer le monde. Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'avais envie de commencer à parler du sujet argent. Non pas que je pense qu'on puisse l'épuiser en un seul épisode, mais au moins ce sera un début. Je trouve que c'est un bon timing pour parler d'argent. Pourquoi ? Parce que l'argent, on va en parler dans cet épisode, et même si ça vous horripile à l'avance ce concept, mais l'argent est quand même très relié à la notion de savoir s'ouvrir à l'abondance et au rapport qu'on peut avoir avec cette notion d'abondance. Or, en octobre, commence à venir la saison du Thanksgiving chez nos amis anglo-saxons, en tout cas pour les Canadiens qui fêtent Thanksgiving tous les mois d'octobre, le deuxième mardi d'octobre, si je ne me trompe pas. Et nous, on n'a pas cette fête-là dans la culture francophone, mais c'est vrai que je trouve que prendre le temps de célébrer ce qu'on a récolté, ce qu'on a, et célébrer l'abondance dont on jouit dans sa vie, c'est une pratique qui est super importante. Et donc, notamment par rapport à cette question de l'argent. Donc, je me suis dit, parlons-en aujourd'hui. Et je voudrais en parler, je suis pas du tout une experte, je suis même pas multimillionnaire, je suis même pas millionnaire tout court, je ne suis pas non plus banquière. Bref, je n'ai absolument aucune autorité pour parler de ce sujet. Mais, justement, je trouve que c'est important pour les entrepreneurs, les solopreneurs et celles qui envisagent peut-être de le devenir, et même d'ailleurs, celles d'entre vous qui écoutez cet épisode et qui êtes salariés, mais qui ne vous sentez pas forcément super à l'aise avec cette question. On le sait aussi que dans les entreprises, il y a clairement des comportements, particulièrement chez les femmes, où on a tendance à moins demander, notamment au moment de l'embauche. Donc c'est un sujet en fait qui nous concerne toutes et je pense que c'est important qu'on commence à oser en parler ouvertement de nos expériences parce que sinon, on n'avancera pas. Alors, en particulier, c'est vrai que moi je m'intéresse à... je vois ce problème particulièrement se manifester chez celles d'entre nous qui faisons le choix de nous mettre à notre compte, puisque bien sûr, quand on se met à son compte, on devient sa propre responsable d'être sa propre source de revenus. Et donc, ça met en lumière encore plus des choses qui, je pense, sont en effet aussi présentes quand on est salarié, mais ça les met en lumière encore plus parce que là, on ne peut plus tellement s'en cacher quand on doit générer son propre salaire. Et moi, étant active dans le secteur du développement personnel et travaillant et connaissant beaucoup de femmes autour de moi qui sont à leur compte dans dans ce même domaine-là, bien-être, développement personnel, yoga, naturopathie, tous ces secteurs du soin, du bien-être, du développement personnel et spirituel, je crois que quand même la plus grosse problématique que l'on rencontre, c'est la problématique que les anglo-saxons appellent celle du under-earning, c'est-à-dire qu'on ne gagne pas ce qu'on aimerait gagner. On est dans une situation de manque. Et on n'est pas les seuls. Je pense que dans la majorité, de toute manière, le rapport à l'argent est un rapport de manque pour la plupart des gens, même aussi quand on est salarié. Mais c'est particulièrement accru quand on se met à son compte et surtout dans ces professions-là qui sont pas spécialement connues pour être des professions où on gagne beaucoup d'argent, même si évidemment ce n'est jamais qu'une croyance et qu'on peut le changer. Du coup, je voudrais commencer par poser le problème qui, je pense, touche beaucoup d'entre nous. C'est pas seulement le fait que, quand on se met à son compte dans ce type de secteur-là, en général, en fait, notre motivation la première motivation n'est pas de gagner de l'argent. En fait, généralement, quand on fait ce choix-là, notre première motivation, c'est de faire quelque chose qu'on aime ou qui nous passionne.
c'est d'être libre de son emploi du temps et de ce qu'on fait de notre travail. Et puis seulement en dernier lieu, voire pas du tout, presque, vient la considération de l'argent, quoi. L'argent, c'est vraiment considéré comme un moyen et pas une fin. Et d'ailleurs, c'est très bien, l'argent est un moyen. Mais c'est vrai qu'on s'est pas mis à notre compte avec cet objectif-là. Et je dirais même que même pour vous, si vous êtes salarié, l'argent n'est peut-être pas, probablement pas, votre motivateur numéro un. Et ce qui se passe, c'est que quand on se met du coup à notre compte, est-ce que c'est parce que clairement, c'est pas notre priorité de devenir entrepreneur pour faire beaucoup d'argent? Mais en tout cas, force est de constater qu'on ne gagne souvent pas ce qu'on aimerait gagner. Et le problème, c'est pas ça. Enfin, déjà, c'est un problème en soi, bien sûr, si on a conscience qu'on a le potentiel de gagner plus, ou même le désir, le souhait de gagner plus, mais que ça ne se passe pas, évidemment, en soi, déjà, c'est problématique. Mais je crois que ce qu'il est important d'oser dire, c'est que ça génère beaucoup de sentiments de honte chez celles qui sont concernées. Honte de ne pas avoir assez, de ne pas gagner assez, et donc honte de ne pas être assez, parce que c'est très vite associé les deux. Quand on se met à son compte, la majeure partie du temps, on continue en fait à se comparer à ce qu'on pouvait gagner quand on était salarié, par exemple, ou quand on était dans notre administration, enfin bref, avant de nous mettre à notre compte. Et comme vous savez, la comparaison est toujours une source de souffrance et ça peut vraiment nous garder quand on n'a pas, particulièrement quand on n'a pas beaucoup de gens autour de soi, dans sa famille, dans son couple, ses amis, etc., qui sont à leur compte, eh bien, on peut vraiment continuer à se comparer et à dire qu'on n'est pas assez, qu'on gagne pas assez, tant que on ne fait pas, en fait, plus ou moins le revenu qu'on faisait quand on était salarié. Mais aussi, le sentiment de honte peut être généré, projeté par d'autres, y compris parmi nos plus proches, et c'est souvent évidemment là que ça fait le plus mal, mais que ça peut être une source de tension dans le foyer par exemple, si vous, quelque part, que ce soit explicite ou implicite, mais on est considéré comme moindre parce qu'on gagne moins, parce qu'on rapporte moins, par exemple, au foyer. Et ce, même si on fait des contributions qui ne sont pas valorisées en argent, mais que, par exemple, eh bien, on est la personne qui s'occupe des enfants, qui gère le foyer, etc., eh bien, on se sent quand même diminué. Donc, le sentiment peut venir de nous, nous toutes seules comme des grandes, même si on a un conjoint qui est très soutenant, ça peut être extrêmement dur à vivre d'être celle qui gagne moins par choix, ou parfois aussi c'est subi, tout simplement dans les périodes de chômage ou quoi. Le fait de ne pas gagner autant d'euros, sonnant et trébuchant, peut vraiment, vraiment jouer sur l'estime de soi et la confiance en soi. Et encore une fois, ça peut aussi, malheureusement, être utilisé, je dirais, par nos proches de manière inconsciente ou consciente, implicite ou explicite, mais pour communiquer le fait qu'on a moins de pouvoir et de valeur parce qu'on gagne moins. Et ça, je crois que c'est la première chose qu'il faut dégager si on veut transformer son rapport à l'argent et potentiellement recevoir ou gagner plus d'argent. J'ai déjà plusieurs fois évoqué dans ces épisodes le concept de dégager la piste, c'est-à-dire que plus ça va, plus dans le développement de soi, j'ai compris qu'il s'agit moins d'acquérir des outils, des techniques et des connaissances que d'enlever ce qui est à l'intérieur de nous, bouche le passage, nous empêche de révéler, d'exploiter, d'exprimer le potentiel de tout ce qu'on veut réaliser qui est déjà là, préexistant. À l'état non manifesté, certes, mais il est déjà là, préexistant. Et donc, on peut faire toutes les incantations et les affirmations qu'on veut, si déjà à la base,
On ne voit pas, on ne reconnaît pas, on ne conscientise pas simplement déjà ces sentiments de honte, de frustration, de se sentir de moindre valeur parce qu'on ramène moins de valeur monétaire qu'on ne pouvait le faire avant, par exemple, ou moins que d'autres, eh bien, on n'ira nulle part. Et donc, je crois que pour transformer son rapport à l'argent et sa réalité financière, la première chose, c'est d'essayer, je sais que ce n'est pas évident, mais de désolidariser complètement la notion de sa valeur propre de la notion de combien on gagne en euros ou en dollars ou en ce que vous voulez. La notion que je suis assez, que j'ai assez, que je suis suffisante en tant que moi-même juste parce que j'existe, elle est importante, elle est essentielle et elle n'a rien à voir avec ce qu'on gagne. L'argent, c'est évidemment un outil. Donc, je crois que ça, on le sait, c'est pas la peine de donner à l'argent une valeur en soi, parce qu'en fait, il n'en a pas. C'est simplement un vecteur, un véhicule, un outil pour subvenir à nos besoins de base d'abord, et nos besoins de survie, et nos besoins de confort. Et je crois que même s'il y a beaucoup de bouquins, il y a beaucoup de trucs sur l'argent, mais souvent on part dans des délires de ouais, gagnons plein d'argent et vous pouvez être super riche et tout. Mais la vérité, c'est que je pense pour la plupart d'entre nous, ce qu'on veut, c'est juste, c'est juste déjà être capable d'avoir, ce revenu médian dont on sait dans les études qu'au-delà de ce revenu médian, finalement, on n'est pas plus heureux. Et qui est estimé entre 60 et 75 000 dollars par an dans les études qui sont donc américaines. Mais donc voilà, surtout pour celles d'entre nous, encore une fois, qui nous sommes mises à notre compte dans des professions liées au développement personnel et spirituel, généralement le matérialisme n'est pas vraiment une valeur première pour nous. Et en fait, ce à quoi on aspire, c'est simplement on va dire ce niveau médian-là de revenus, quoi. Donc, c'est un outil, l'argent, mais je crois aussi que c'est important qu'on ose se l'admettre, surtout pour nous les non-matérialistes, que faut pas non plus le nier, quoi, ce problème-là, ce sujet-là. Parce que je crois qu'on aimerait bien souvent, et souvent on est avec ces sentiments de honte, etc., ça nous pousse aussi à vouloir enterrer le sujet et le glisser sous le tapis et à pas trop le regarder en face, quoi. Parce que c'est pas hyper agréable et que ça nous emmerde, quoi, de devoir regarder ça. Mais donc c'est important. Alors, comment est-ce qu'on peut en fait progresser dans son rapport à l'argent, comment est-ce qu'on peut transformer cette situation de manque? Je crois que, donc, une fois qu'on a, reconnu les problèmes de honte que ça peut nous procurer, prochain truc, c'est de se rendre compte que le souci n'est jamais l'argent en soi, mais le manque de confiance en nous. Et là, comme par hasard, on sait que les femmes ont généralement gagnent moins que les hommes. Alors clairement, il y a une problématique systémique, collective, culturelle, historique qui a contribué à la réalité qu'on vit maintenant dans laquelle les femmes gagnent moins que les hommes. Et c'est clair que ça doit changer aussi. Mais si on regarde sur la dimension intérieure de développement personnel, il y a aussi tout ce phénomène qui consiste pour les femmes à notamment demander moins d'argent à l'embauche, par exemple, et des choses comme ça. Donc on peut relier ça, grossièrement, à la problématique quand même de la confiance en soi. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que quelque part, à l'intérieur de nous, dans notre fort intérieur, on ne ressent pas profondément que j'ai droit à l'abondance, que j'ai le droit de recevoir. Quand on demande moins, c'est que quelque part, on estime qu'on a moins, on n'a pas vraiment à recevoir. Et ce manque de confiance dans le fait qu'on peut recevoir, qu'on a droit à l'abondance, va nous mener un petit peu naturellement à, par exemple,
s'épuiser au travail pour, entre guillemets, mériter son argent, va nous conduire peut-être aussi à tout simplement ne pas en gagner, puisque si je ne mérite pas à la base, pourquoi est-ce que je vais avoir besoin d'en gagner? Donc là, ça peut devenir complètement un angle mort ou un sujet de déni. Ou alors ça peut se manifester aussi cette conviction inconsciente que quelque part je n'ai pas besoin, je n'ai pas droit de recevoir, je suis pas légitime à recevoir. Et ben, je vais avoir un rapport à l'argent dans lequel l'argent va me filer entre les mains, quoi. C'est-à-dire que je vais pas considérer que je mérite de le retenir pour des buts qui me serviront vraiment. Et donc, je vais le dépenser de manière qui va pas être consciente et qui ne va pas me servir. Donc ça, si on considère que le souci finalement, c'est pas le manque d'argent, c'est derrière le manque de confiance en soi, et ben là, on peut commencer à faire quelque chose. C'est la bonne nouvelle, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de leviers qui ne dépendent que de nous. Et encore une fois, je ne remets absolument pas en question la nécessité et l'urgence de continuer les combats au niveau sociétal pour que le système change aussi. Mais au niveau intérieur, je pense que si on commence à faire de l'argent un sujet conscient plutôt que laisser ça de côté et le laisser ces situations de under-earning, entre guillemets, sans rien y faire, c'est par là que ça va commencer. Si je commence à en faire un sujet conscient, que je me dis, mais tiens, quel est mon rapport à l'argent? Qu'est-ce qui teinte en fait mon rapport à l'argent? On peut commencer à observer, sans jugement, mais juste à observer comment est-ce que je me comporte. Et donc ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire, de déjà, juste en soi, penser ce sujet argent et votre rapport à ce sujet argent. En soi, c'est déjà un gros progrès. Moi, je me suis rendu compte que dans mon propre conditionnement, mon rapport à l'argent était assez, en fait, inexistant. C'est-à-dire que c'était comme si c'est quelque chose qui ne m'atteint pas. Et en y réfléchissant, donc quand j'étais salariée, par exemple, je recevais mon salaire, mais comment dire, ça ne me faisait ni chaud ni froid, quoi. Je me disais pas que j'avais trop, je me disais pas que j'avais pas assez, j'avais presque pas assez de rapport avec l'argent. Et en y réfléchissant, je pense que il y a quelque chose dans mon conditionnement qui était de l'ordre de mais justement, l'argent, ce n'est pas un sujet qui se pense en soi. Peut-être pas pour une jeune fille bien élevée. Vous voyez, comment dire, l'argent, c'est pas très élégant, c'est pas très élevé d'y accorder de l'importance ou d'y penser. Donc, je n'avais pas ni d'adoration ni de détestation, mais j'avais quand même pas vraiment de respect, en fait, pour ce sujet-là. Et je me suis rendu compte que du coup, je crois, avant de me donner des objectifs financiers ambitieux ou des choses comme ça, le premier pas, c'était peut-être d'abord de développer intérieurement un respect pour moi-même, derrière un respect de ce sujet-là, de l'argent, de traiter cette dimension avec respect et considération pour moi-même, pas pour l'argent en tant qu'objet, mais d'adopter une forme de neutralité responsable et bienveillante par rapport à moi-même dans la manière dont je considérais l'argent. Donc je crois que avant de se donner des injonctions et des objectifs, s'autoriser à faire une place à l'argent dans sa vie, au fait d'en gagner, au fait d'en recevoir, de le voir ni comme une galère à gérer ou à acquérir, ni comme un espèce de désir qui nous consume de manière irrationnelle, mais de le voir comme quelque chose qui est là pour nous soutenir et nous aider à vivre, et auquel on a absolument droit, tout simplement. Donc ça, je dirais que c'est le premier point qui est de nature à commencer à transformer notre rapport à l'argent. Ensuite, je vous proposerais de commencer à s'auto-observer et notamment à creuser un petit peu sur tous les schémas, les croyances, plus ou moins donc conscientes, souvent très inconscientes,
qui se sont ancrées chez vous par le passé à propos de l'argent. Alors évidemment, on parle souvent de ça dans tous les bouquins sur l'argent. Ils vont vous dire, voilà, dans votre famille, comment est-ce que l'argent était gagné, quel était le ressenti par rapport à l'argent, est-ce qu'il était positif ou négatif, est-ce qu'on souffrait pour gagner sa vie. Donc tout ça sont des excellentes questions à se poser et il y a plein de bouquins sur le sujet. Mais il y a quelque chose que j'ai trouvé utile particulièrement, c'est aussi, de manière générale, de vous poser la question de vous et de la notion de recevoir. Donc, par rapport à votre passé, votre enfance, dans le cadre de la famille, dans le cadre de l'école, des différents environnements dans lesquels vous avez évolué, est-ce que vous avez eu l'impression que vos besoins étaient nourris pleinement par les différentes personnes qui, à l'époque, étaient votre source? Donc c'est vrai que quand on est enfant, on n'est pas autonome et notre source pour combler nos besoins, qu'ils soient matériels, émotionnels et autres, ce sont les adultes qui nous entourent. Et donc, se poser la question de tiens, mais quand j'étais plus jeune, est-ce que j'ai eu l'impression que mes besoins matériels, émotionnels, affectifs étaient nourris complètement et facilement par et sans comment dire, sans devoir moi me sacrifier ou me renier d'une façon ou d'une autre. Parce que si ce n'est pas le cas, eh bien, il est possible, voire probable, que vous ayez intégré une croyance de type je ne peux pas recevoir ce dont j'ai besoin. Je ne peux pas avoir assez. Et ça peut complètement se répercuter derrière sur votre capacité à recevoir l'abondance en général, mais l'argent du coup en particulier. Et beaucoup d'entre nous, soyons clairs, au-delà des traumas qu'on a pu subir, des traumas réels de l'enfance, il n'y a pas de parents parfaits et même celles d'entre nous qui avons eu une enfance entre guillemets sans histoire, il est complètement possible que dans notre petite tête et dans notre petit cœur d'enfant, des situations qui a priori étaient assez inoffensives ont pu être interprétées par le petit être sans défense qu'on était, comme une privation de nourriture affective, matérielle ou émotionnelle importante. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment chouette de commencer à simplement observer. Et puis du coup, en faisant ce travail d'identifier ses croyances, ses vieilles croyances, ces vieux conditionnements, mais ensuite de cultiver le fait de lâcher prise sur eux et simplement de les laisser aller comme des choses qui faisaient sens à l'époque, dans l'interprétation que le jeune enfant en a fait, le jeune enfant en vous en a fait, mais que maintenant elles ne sont plus adaptées. Et que donc on peut les laisser aller parce que maintenant on est adulte et donc on est notre propre source, on est notre propre parent quelque part et on peut s'occuper de prendre soin de tous nos besoins. En faisant ce travail sur les croyances et les schémas qu'on a développés par rapport à l'argent, il y a un certain nombre, il y a 4 ou 5 croyances que je voudrais souligner parce qu'elles sont très communes, qu'il est bon de voir si on peut laisser partir ou en tout cas lâcher prise un tout petit peu dessus. La première, c'est que, comme je le disais plus tôt, l'argent ne détermine pas ma valeur. Donc ça, c'est un conditionnement typiquement qui est plutôt sociétal, collectif, culturel que familial, bien qu'il peut être aussi renforcé par la famille. L'argent ne détermine pas ma valeur. Et donc ça, c'est essentiel parce que si je me mets à mon compte et que maintenant je gagne moins que quand j'étais salariée,
Si je continue d'opérer dans ce cadre que l'argent détermine ma valeur, et ben évidemment, dans la vie de tout entrepreneur, de toute manière, il y a des hauts et des bas, on gagne pas toujours la même chose et donc ça va être très compliqué si on maintient cette croyance-là et se dire qu'il y a des saisons aussi différentes dans la vie et que donc c'est OK de pas gagner toujours pareil et toujours autant et de ne pas être forcément sur une courbe ascendante, rectiligne comme ça, de revenus qui montent, qui montent, qui montent, qui montent avec le temps. C'est chouette si c'est le cas, mais c'est vraiment pas forcément le cas et ça ne veut rien dire quant à sa valeur. Donc, de ce que je disais au début de l'épisode, de dissocier ces deux choses-là. Il y a une autre croyance ou un autre conditionnement qui est très, comment dire, prégnant, c'est que je ne peux pas faire ce que j'aime ou ce que je veux pour gagner de l'argent. Et du coup, si jamais vous vous mettez à votre compte pour faire quelque chose que vous aimez, il est bien possible que vous ayez une croyance de fond qui tourne comme un vieux logiciel qui vous empêche de gagner de l'argent puisque je ne peux pas avoir l'un et l'autre. Et là, il y a un vrai sujet chez toutes celles d'entre nous qui sont dans ces professions de soins, de développement personnel, spirituel, etc. C'est que quand on combine ce type de croyance avec le fait que le matérialisme n'est pas une valeur ou n'a pas beaucoup d'attrait pour nous, vous avez la recette parfaite pour évidemment être dans le under-earning et gagner moins que notre potentiel. Donc ça, plus cette capacité qu'on va avoir généralement au minimalisme, puisque le matérialisme n'est pas une valeur qui nous conduit, qui nous motive. En plus, on est dans une époque où on comprend complètement l'illusion que c'était et où on est de plus en plus attiré et où ça devient en plus de plus en plus acceptable socialement de ne plus être dans ce matérialisme et donc de consommer moins, etc. Mais j'observe qu'il y a un phénomène de minimalisme qui est assez poussé à l'extrême, qui peut nous pousser à aller carrément dans le déni de nos besoins matériels. Et où on voit beaucoup de personnes comme nous dans ces secteurs de développement personnel, spirituel, etc., qui ont fait beaucoup de développement dans ces aspects-là, mais qui pour autant matériellement sont frustrés. Et c'est une souffrance qui est plus ou moins reconnue par nous-mêmes déjà, qui est plus ou moins acceptée, reconnue et assumée. Mais je crois qu'il y a vraiment un point de bascule auquel il faut faire attention, c'est-à-dire que jusqu'à un certain point, notamment quand on se met à son compte, être capable de minimalisme, ça permet de s'affranchir d'énormément de choses, de prendre sa liberté et de ne pas souffrir justement de gagner moins. Donc oui, ça libère, quelque part, ça nous permet de sortir peut-être d'un système plus classique et matérialiste qui ne nous convient pas. Mais au bout d'un moment, on tombe dans il y a un point de bascule où on commence à renier ses besoins en fait. Et où on se rétrécit, et encore nos besoins pour vivre avec moins. Jusqu'à ce que, en fait, on se sente épuisé, on ait une estime de nous-mêmes qui soit vraiment affectée. Et là, ça va plus, quoi. Donc, je crois que ça, c'est important pour, si vous vous reconnaissez dans ce portrait-là, de faire gaffe à ce point de bascule-là et de remarquer peut-être, est-ce que j'ai dépassé le point où je ne me respecte plus, où je n'honore plus mes besoins et voilà, et le droit existentiel que j'ai à recevoir et à me donner ce dont j'ai besoin.
Donc voilà, cette croyance que je peux pas faire ce que j'aime et gagner de l'argent à la fois. Après, il y a une autre croyance aussi qui est inconsciente, mais un conditionnement très fort qui est aussi: «Je ne peux pas travailler sans m'épuiser» ou «Je ne peux pas faire ce que je veux sans m'épuiser». Du coup, bah, là aussi, je fais des gros clins d'œil derrière le micro à toutes les profs de yoga qui nous écoutent et qui passent, des semaines, full time à donner des cours qui coûtent pas cher et à être épuisées et à plus avoir de temps dans leur emploi du temps, mais pour autant à être en under earning ou en tout cas à ne pas gagner, ce qu'elles voudraient. Hem Coucou! Il y a un vrai, voilà, un sujet ici aussi, l'épuisement de toutes les femmes qui sont dans des métiers d'accompagnement, de soins et c'est vrai aussi dans la sphère salariée. Évidemment, je vous parle pas des infirmières, des enseignantes, et cetera. J'ai conscience qu'il y a aussi des hommes dans ces professions, c'est la même chose, mais voilà. Donc là, il y a évidemment beaucoup de choses au niveau collectif et systémique à faire, hein, mais donc au niveau personnel aussi, est-ce que je suis dans une croyance que, je ne peux pas faire ce qui est ma vocation sans m'épuiser? Donc ça aussi, on peut laisser partir ce type de conclusion-là parce que ça ne va pas nous aider à aller générer l'abondance, à laquelle on aspire au fond de nous. Et une dernière, des croyances assez communes, c'est aussi et donc ça, c'est un petit peu sur un autre niveau, mais que, hem, parce qu'on associe souvent notre propre valeur à l'argent, que je ne peux recevoir que par l'argent, que l'abondance égale l'argent, alors qu'il y a de multiples façons desquelles je peux recevoir aussi. Ça peut être les cadeaux, les dons, l'échange ou le troc, ça peut être les synchronicités, hem et tout ça, parfois, on a honte aussi de recevoir parce que on est dans une culture qui favorise l'argent et qui favorise aussi le fait de tout faire soi-même et tout seul. Donc voilà, donc il faut gagner son argent tout seul et ce qu'on peut recevoir par ailleurs, c'est être dépendant ou c'est pas bien, c'est pas assez, ou c'est pas ça n'a pas la même valeur. Donc là, le piège, c'est qu'on peut du coup se fermer à l'abondance en étant obsédé par comment faire pour gagner plus. Et donc ça, attention aussi à ça, si quand on tombe dans l'insécurité financière et que du coup on est très très préoccupé tout le temps, anxieux à cause des questions d'argent, euh, on peut juste fermer le canal à la possibilité de recevoir plein d'autres choses, mais on ne les voit pas parce qu'on estime qu'elles n'ont pas autant de valeur. Donc attention à ça aussi. Donc pour terminer, une fois qu'on prend conscience et qu'on lâche, on arrive à lâcher ces programmes-là et d'ailleurs pour faire ça, un travail avec quelqu'un, ça peut être vraiment utile, notamment tout ce qui est les constellations, mais aussi des approches, comment dire? Plus, physiologiques. Ça peut être l'EFT, comment dire? La kinésiologie, des choses comme ça. Mais aussi le journaling, juste écrire avec ses souvenirs d'enfance et des choses comme ça. Donc tout ça peut aider. Mais donc une fois qu'on fait ce travail, qui est continu d'ailleurs sur ces croyances limitantes, eh bien là, on peut, je pense, commencer à s'ouvrir, à ouvrir le canal et à cultiver en conscience l'abondance. Hem, donc là, quoi faire? Que je peux vous recommander comme pratique. La plus importante, je pense, c'est de travailler dans l'instant présent, donc dans le présent, et de cultiver en fait les sentiments que l'on recherche à travers le désir de gagner plus d'argent. C'est-à-dire que souvent, on dit voilà, je pourrais me sentir vraiment en sécurité ou je me pourrais me sentir vraiment libre quand j'aurai atteint un certain palier, un certain niveau de revenus. Euh, et en fait, eh bien, c'est dans l'autre sens que ça marche. C'est-à-dire que si j'identifie d'abord ce sentiment
que je recherche à travers l'argent, eh bien, je sais quel est le résultat, après lequel je cours et donc et c'est toujours un sentiment, c'est toujours une émotion qu'on recherche. C'est-à-dire quand j'aurai ma maison ou quand j'aurai, tel niveau de revenu, je me sentirai en sécurité, je me sentirai en paix. Et ben, s'amuser à cultiver ces sentiments en temps réel, physiquement, intérieurement, ressentir ce sentiment de confort, de sécurité, de stabilité, de liberté, de plénitude. Le ressentir pendant de quelques secondes à plusieurs minutes à la suite, quand on est en train de faire, ses tâches, quotidiennes, quand on marche, enfin peu importe, quand on est dans la douche, et ça, en fait, c'est moi j'appelle ça mariner, en fait. Se laisser mariner dans les sentiments qu'on recherche, à travers l'argent n'étant que l'outil. Et en fait, en faisant ça, en fait, en se sentant riche au quotidien. Ça fait con, hein, de dire ça parce que surtout dans notre culture francophone, se sentir riche déjà en soi, c'est un petit peu mal, perçu. Mais, si on cherche ce de quoi on est riche dès maintenant, dès tout de suite, on est riche peut-être de santé ou riche d'amis, de gens qu'on aime, riche de connaissances ou d'expériences. Voilà, mariner dans ces sentiments-là d'abondance déjà présente permet de muscler cette capacité en fait à accueillir l'abondance. Là où le muscle qui est extrêmement développé chez la plupart d'entre nous, c'est le muscle du manque, c'est-à-dire que l'attention se porte sur ce qui manque. Je suis sûre que ça, vous l'avez déjà entendu. Mais donc, il s'agit de muscler cette autre partie-là. Et pourquoi est-ce que c'est important? C'est pas du bullshit de loi de l'attraction, pensez-y et ça va se manifester devant vous. Mais c'est que si on est dans un état de manque, d'insécurité, d'instabilité, de stress, les actions qu'on va générer ne vont pas être de la même qualité et avec le même impact que les actions qui vont être générées à travers des intuitions, des idées et donc des choses qu'on va finir par faire quand on est d'abord dans un état de confiance, de sérénité, de calme et de paix. Et donc, c'est pour ça que c'est important. C'est parce qu'il ne s'agit pas juste d'agir, c'est quelle est la source des actions qu'on prend. Et si je fais des choses par peur, peut-être que ça va me donner de l'argent à court terme, mais par exemple, je vais me retrouver en épuisement à long terme. Ça, c'est ce qui, moi, m'est arrivé, par exemple. Donc, le travail est à faire à l'envers. Mariner dans les sentiments que l'on recherche à travers l'argent. D'autres chose qu'on peut faire, c'est un truc très simple, c'est quand on paye quelque chose, quand vous payez quelque chose, de le faire avec joie, vraiment. C'est-à-dire de pas payer avec retenue, de pas donner avec retenue, de payer en se disant intérieurement, je donne avec plaisir parce que j'ai encore plein derrière, j'ai encore bien assez derrière, il y a pas de problème, il y a pas de souci. Donc voilà, j'espère que ces réflexions vous aideront à délabyrinther un petit peu ce sujet et peut-être à commencer à modifier votre rapport avec l'argent. Donc pour conclure, je dirais que le sujet de l'argent, pour nous, je crois que c'est pas de devenir richissime et millionnaire, bien que c'est complètement une possibilité et c'est génial, mais c'est d'abord d'oser admettre qu'on puisse avoir besoin et qu'on puisse vouloir recevoir juste ce qui nous convient pour combler nos besoins de base et aussi vivre confortablement et avec un sentiment de sécurité. Ensuite, c'est d'oser donc mettre l'argent à sa juste place comme un moyen bien utile de donc pourvoir à nos besoins, de dissocier l'argent de tous nos jugements, de toutes nos mémoires, de le rendre aussi neutre que possible, de lâcher l'attitude de stress, de mépris, parfois aussi de honte qu'on peut y associer, de lâcher prise sur la notion que ce qu'on gagne
que ce soit peu ou rien, ou au contraire beaucoup, eh bien, ça veut dire qui on est, ça détermine qui on est, si on est quelqu'un de bien ou pas. L'argent ne le détermine évidemment pas. Et de bien penser que pendant que nous, on crache sur l'argent ou on le met sous le tapis parce qu'on a honte d'être en under-earning et de pas gagner assez, ou etc., ou de s'angoisser à se dire qu'on ne sait pas comment le gagner, bah, pendant que nous, on fait tout ça, bah, il y en a d'autres qui, eux, n'ont pas ces complexes, qui en font plein d'argent et qui n'en font pas forcément le meilleur usage. Donc, débarrassons l'argent de tous les jugements qu'on y met, laissons-le léger et tranquille et apprécions-le à sa juste valeur, comme on apprécie le petit tournevis qui va bien au moment où on a décidé de bricoler, ni plus ni moins. Et enfin, comprenons que notre situation par rapport à l'argent dépend grandement de nos pensées en ce qui concerne notre propre valeur et notre propre droit au bien-être. Et ce, évidemment, sans exclure les luttes qu'il faut encore mener au niveau systémique, culturel et social. Voilà, je serais curieuse de savoir ce que cet épisode vous inspire comme réflexion. N'hésitez pas à me partager vos avis, vos challenges, vos réflexions sur le sujet. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et maintenant, venez, on discute sur mon compte Instagram, Conscious Woman Coaching, ou sur ma page Facebook, Marie-Gabrielle Amadieu. Qu'est-ce que vous retiendrez de cet épisode ? Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le en l'envoyant à vos sœurs, vos cousines, vos potes, vos filles et vos mamans. Donnez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast et abonnez-vous pour suivre tous les prochains épisodes gratuitement.